Donc bonjour à tous. Alors comme il a été dit, je suis expérimentateur dans une station du réseau Astrodor qui se situe en Gironde. C'est bon pour le micro? Oui. Et je suis ici pour vous présenter un bilan des travaux qui ont été réalisés dans plusieurs stations du réseau Astrodor sur les économies d'énergie, alors sur culture d'ornement et sous-abri. Donc tout d'abord, comment économiser l'énergie? On peut agir sur plusieurs aspects. La première chose, c'est agir sur la source d'énergie, comme l'optimisation de la chaudière avec le réglage du rendement, le réglage des allures ou l'isolation des tuyaux. L'installation ou la recherche d'une autre source d'énergie économe, comme les pompes à chaleur, puits canadiens, méthanisation ou cogénération. La deuxième possibilité, c'est l'action sur l'environnement des cultures. L'entretien des structures, dont le nettoyage des verres, l'isolation des réseaux de chauffage qui sont à l'intérieur des serres et le positionnement de chauffage localisé. La mise en place d'autres accessoires comme les écrans thermiques ou les ordinateurs de gestion climatique qui vont permettre d'optimiser tous les paramètres choisis dans la serre. Et la dernière chose, c'est l'action sur les consignes de culture qui nous intéresse plus sur cette présentation, dont l'intégration de température qui consiste en fait à fixer une température moyenne sur 24 heures. Et à partir de là, on peut récupérer des degrés gratuitement en journée grâce au soleil, et en contrepartie, diminuer les consignes de chauffage la nuit, ce qui permet d'économiser l'énergie. La deuxième possibilité, ce sont les cultures à basse température qui consistent à uniquement diminuer les consignes de chauffage avec un choix de variétés adaptées. Alors, donc pour la première chose, l'intégration des températures, deux stations du réseau Astrodor ont travaillé sur les fleurs coupées, donc le KT dans le Finistère et le SCRAD dans le Var. Alors tout d'abord, pour ce qui est du SCRAD, qui a travaillé sur la gestion de l'énergie sur rose en fleurs coupées pendant 10 ans. Les premiers tests étaient sur l'utilisation des écrans thermiques qui ont donné 20% d'économie de chauffage, et un transfert chez les professionnels a été observé suite à ces essais. Et dans un deuxième temps, des tests sur l'intégration des températures avec une température sur 24 heures moyenne fixée à 18 degrés et avec 3-4 degrés en plus sur la journée grâce au confinement et grâce à l'ensoleillement, 2-3 degrés en moins dans la nuit. Donc ça a représenté à nouveau 20% d'économie de chauffage, et c'est une pratique qui se trouve maintenant chez les professionnels, étant équipés du logiciel de gestion climatique, qui permet de gérer toute cette intégration de température de façon automatique. Pour aller plus loin sur ce travail, on parle de lampes à vapeur de sodium pendant les heures les plus froides de la nuit. L'utilisation de déstratificateurs, donc de ventilateurs directement sous écran thermique pour homogénéiser les couches d'air dans le volume de la serre. L'utilisation de déshumidificateurs thermodynamiques pour des températures 24 heures plus basses que fixées dans la production, donc fixées à 15 degrés, ce qui peut amener à augmenter l'humidité pendant les nuits. Et donc le déshumidificateur permet de maîtriser cette humidité et de maintenir une qualité de fleurs. La dernière chose, c'est l'optimisation des conduites culturales dans des structures existantes qui ne sont pas forcément aussi performantes que des nouvelles serres, donc qui sont par exemple pas très étanches à l'air, ou moins étanches à l'air, ou moins lumineuses. Donc il y a un travail à faire sur le choix des variétés et le choix des périodes de vente. Concernant le KT, donc toujours sur les fleurs coupées, la station a travaillé également sur rose pendant 2 ans et a obtenu 5 à 27% d'économie d'énergie, toujours avec l'intégration des températures. Mais a mis en évidence une limite quand même de la technique dans certaines régions par manque d'ensoleillement sur certaines saisons comme l'automne et l'hiver, ce qui limite l'économie d'énergie. Tout ce qu'on ne peut pas gagner dans la journée, évidemment, on ne peut pas le retirer dans la nuit. Une plante, on part du principe qu'une plante a besoin d'une somme de degrés sur 24 heures. Le deuxième travail, c'est la gestion de l'énergie sur Lisianthus, giroflée et muflier. Donc sur Lisianthus, plus exigeant en chauffage, 25 à 30% d'économie d'énergie ont été obtenus en comptant la consommation du déshumidificateur, et qui
a en plus maintenu une qualité sanitaire de la culture. Sur muflier ou giroflée, des cultures moins exigeantes, aucun problème phytosanitaire n'a été relevé, donc grâce aux déshumidificateurs, donc ce qui peut représenter une économie de traitement et de main-d'œuvre. Alors toujours sur l'intégration des températures, mais cette fois sur plantes en pot, plusieurs stations ont travaillé sur cet aspect, dont la Steppe Bretagne, sur plantes de printemps, avec une température moyenne 24 heures fixée à 14 degrés, un maximum de 22 degrés en aération en journée et un minimum de 8 degrés la nuit. 11% d'économies d'énergie ont été obtenues, sachant que la qualité commerciale a été maintenue, donc malgré quelques observations, comme le volume foliaire des pélargoniums et verveines légèrement plus important, et une floraison des verveines et ostéospermum avancée. Toujours sur plantes en pot, GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest, plusieurs plantes ont été testées. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, sur l'été-automne, le poinsettia, des plantes vertes, dont le ficus, plutôt sur l'hiver et le printemps, et des impatiens de Nouvelle-Guinée au printemps. L'économie d'énergie varie de 8% à 20% et dépend beaucoup de l'ensoleillement, qui est moins important sur l'automne que sur le printemps. Donc le printemps, avec des nuits froides et des journées ensoleillées, est plus adapté pour l'intégration des températures. Et pour aller plus loin, d'autres stations comme la Rexor Grand Est a obtenu 15 à 30% d'économie d'énergie toujours sur Poinsettia, 5% d'économie sur Poinsettia à la Rexor Seine-Manche, en diminuant seulement de 3 degrés les 6 dernières semaines de culture, et 20% d'économie d'énergie au râteau, toujours sur Poinsettia. Donc maintenant, je vais vous parler des cultures à basse température. Ce travail a été initié surtout par la Rexor Grand Est, une station dans les Vosges qui a commencé à travailler sur cet aspect en 2007. Et les objectifs étaient les suivants: montrer qu'une baisse des températures n'altère pas la qualité du produit commercialisable, estimer la durée de culture pour des basses températures et évidemment mesurer l'économie d'énergie obtenue. Donc en 2007, l'idée c'était de jouer à la fois sur les dates de rempotage et sur l'abaissement des consignes de chauffage. Donc le résultat, c'est 42% d'économie d'énergie en comparant une plante rempotée en semaine 2 et cultivée, puis cultivée à 8 degrés, en comparaison avec une plante rempotée en semaine 9 et cultivée à 12 degrés, avec une qualité commerciale maintenue. En 2008, les consignes de chauffage ont été abaissées à nouveau de 8 degrés à 5 degrés et 51% d'économies d'énergie ont été obtenues, sans régulateur de croissance qui fait également une économie d'intrants et une à 2 semaines seulement de décalage de la floraison. En 2009, donc cette fois, la décision a été prise de descendre jusqu'à du hors-gel, donc de descendre encore de 5 degrés à 1 degré, et 39% d'économies d'énergie ont été obtenues. Alors c'est un peu plus faible parce que l'hiver a été vigoureux sur cette année, mais la qualité commerciale a été maintenue sur cette modalité à 1 degré. Alors tout ce travail a pu permettre de poursuivre sur un programme national, suivi donc toujours par la Rexor Grand Est sur plantes en pot et le GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest. Sur fleurs coupées, ce sont les stations que j'ai citées auparavant, donc le KT et le SCRAD. Pour ce qui est de ce programme national, l'idée c'est en 2011 et 2012 de suivre le même protocole avec des genres végétaux qui ont été choisis pour leur tolérance au froid, donc ostéospermum, pélargonium, verveine, fuchsia, némésia, pétunia et bidens. Les modalités, 3 modalités. La première sous tunnel avec seulement un voile de protection P30 et aucun chauffage. La deuxième modalité, des consignes à 5-7 degrés et la déshumidification. Et la troisième modalité, plus classique, à 10-12 degrés. Chaque modalité, toutes les plantes de chaque modalité ont eu une phase d'enracinement chauffée à 10-12 degrés pendant 3 semaines en début de culture. Donc le déshumidificateur utilisé, vous l'avez en photo, et l'enrouleur P30 qui permet d'optimiser le placement du voile de protection sur les plantes. Donc le résultat sur 2011 et 2012 en images sur les plantes, vous avez toujours les modalités M1 et M2 qui sont les cultures plus à froid par rapport à M3.
Sur toutes les plantes, en fait, on observe un effet du froid qui donne des plantes plus compactes, durcies, aux entrenœuds plus courts et aux feuilles moins larges, ce qui représente une qualité supérieure en fait, sur des plantes de printemps en horticulture. Donc là, vous avez le Nemesia, Pétunia, Verveine, Pélargonium, Fuchsia et Ostéospermum. Les résultats sont similaires. En 2013, le choix a été fait d'augmenter les modalités. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les modalités. C'est avec une réduction des genres végétaux, plus de modalités pour tester d'autres facteurs, dont la durée de la période chauffée pour l'enracinement, les dates de rempotage et toujours les températures de culture. Donc, dans les résultats, donc là on voit du coup pas très bien. Pour l'enracinement, en fait, la modalité qui n'a pas eu de phase d'enracinement chauffée, on a observé une semaine seulement de décalage d'enracinement par rapport à une modalité qui était avec du chauffage pendant les 10 premiers jours ou les 20 premiers jours de la culture. Et étonnamment, en fin de culture, donc au moment de la commercialisation, ce retard n'a pas pénalisé la modalité sans cette phase d'enracinement. Et les plantes obtenues donc au moment de la commercialisation montrent qu'on peut réduire cette phase d'enracinement, puisque la qualité commerciale a été maintenue avec très peu de retard de décalage de floraison. D'où ce graphique qui reprend toutes les économies d'énergie obtenues depuis 2011 sur ce programme. Alors, à la station du GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest, sachant que les résultats à la Rexor Grand Est sont similaires, sont très proches en termes de pourcentage. Donc en 2011, vous avez tout en bas, dans le tunnel, 63% d'économie d'énergie par rapport au témoin en serre vert plus chauffé à 10-12 degrés, et la serre vert froide, moins 60%. En 2012, on passe à moins 46% sous tunnel et moins 21% sous serre Venlo. Donc la différence est due à cet hiver 2012 qui a été plus froid. Donc les économies sont moindres et la consommation du déshumidificateur dans la serre vert froide. Et ensuite, toutes les valeurs que vous avez au-dessus reprennent les modalités sur 2013. Donc par exemple 2013 avec 20 jours d'enracinement chauffé, on a 64% d'économisés sous tunnel et 40% sous serre vert. Si vous passez à la ligne d'au-dessus, on passe à 76% et 52% avec seulement 10 jours d'enracinement. Donc on a gagné déjà 12% dans chacune des modalités. Si on passe au-dessus, avec une modalité sans enracinement qui était placée directement sous serre vert froide, on passe à 72% au lieu de 52%, ça fait encore 20% supplémentaire. D'où l'intérêt de réduire vraiment cette phase d'enracinement. Et la dernière chose, c'est que la plantation décalée n'apporte finalement pas beaucoup d'économie d'énergie. Mieux vaut rempoter en semaine 5 ou 6 et cultiver à froid. Pour 2014, puisque ça se poursuit, la gamme va être élargie, donc sur 15 espèces testées, et en maintenant les deux modalités les plus pertinentes, donc sans phase d'enracinement et avec 10 jours d'enracinement chauffé. Alors pour les conclusions, donc tout d'abord, de nombreuses plantes annuelles réagissent positivement aux basses températures, ce qui arrange la production évidemment sur le printemps. Donc de 0 à 5 degrés, on a des très bons comportements de tous ces genres qui sont cités. Donc Pélargonium, Pétunia, Calibrachoa, Verveine, donc je ne vais pas tous les citer, jusqu'à Sanvitalia, Dianthus, Argyranthemum. Donc ça montre l'importance déjà du choix de ces genres pour faire ce type de culture. Et parmi ces genres, on a quand même pu observer certaines surprises, certaines variétés, comme un Nemesia qui a été testé, qui a montré un rougissement des feuilles au froid. C'est rare, mais c'est vrai qu'on peut avoir également quelques mauvaises surprises parmi des genres qui sont tolérants au froid. Ça a montré qu'on économise des intrants en plus de l'énergie, dont les arrosages, les régulateurs de croissance et les insecticides. Que les conditions météorologiques entraînent une influence sur les économies d'énergie, dont les paramètres suivants, les températures minimales extérieures, nombre d'heures d'ensoleillement et l'humidité relative. Ça va jouer comme ça l'a montré en 2012. Également une forte influence des types d'abris sur les économies d'énergie au niveau de l'étanchéité à l'air et de la luminosité.
Ça a montré l'efficacité de méthodes simples et peu coûteuses. L'utilisation des voiles de protection directement sur les plantes. Et dans les perspectives, l'automatisation est envisageable. En revanche, cultiver les plantes à froid entraîne deux contraintes majeures à gérer. La première, c'est la maîtrise de l'humidité au contact des plantes. Quand on descend en température, quand on chauffe moins, évidemment, l'humidité est plus importante sous abri. Et nous, on a obtenu une utilisation quand même qui est assez délicate du déshumidificateur en termes de consommation. Alors l'investissement est important, 12 000 € sur 1000 m² et 2000 kW par saison sur cette même surface. Donc je précise, c'est dans nos conditions d'expérimentation et sur plante en pot de printemps. Donc la maîtrise de l'humidité se fait de toute façon dans la production par l'utilisation de fongicides, mais ça se fera tant que les résistances des champignons seront modérées et que la réglementation les autorise. On voit déjà beaucoup de résistance du botrytis par rapport à des fongicides. D'où l'intérêt aujourd'hui de développer de nouvelles méthodes donc physiques ou biologiques, alors, comme l'utilisation de micro-organismes ou de stimulateurs de défense des plantes qui peuvent anticiper l'arrivée du botrytis sur les plantes, ou l'utilisation encore de matériaux passifs absorbant l'humidité. La deuxième contrainte, c'est la maîtrise de la période de vente. Du fait de cultiver les plantes à froid, on a vu un décalage. Donc on doit prendre en compte ce décalage et avancer ou organiser les dates de mise en place des cultures. Donc ça nécessite une organisation de l'occupation des serres et de la disponibilité de la main-d'œuvre. Et la deuxième possibilité, c'est la maîtrise des consignes d'aération en fin de culture, puisqu'un confinement peut accélérer quand même une floraison, mais sur les dernières semaines, puisque le faire trop tôt risquerait d'allonger les plantes, et donc d'utiliser des régulateurs de croissance. C'est une maîtrise vraiment de ces consignes en fin de culture. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Aucune? Par rapport à votre travail, il y a des travaux très récents d'ACEAGRO, ça c'est les Indiens sur les roses, avec les gens du CNRS, qui ont rajouté un autre élément qui a l'air très important, parce qu'on a bien vu l'importance de la déshumidification, c'est qu'ils jouent sur pression, ou tout au moins, au contraire, vide partiel, en jouant sur les périodes éclairement et plat éclairement. C'est-à-dire ils jouent sur le milieu, d'une autre manière que vous, pas simplement par la déshumidification, mais en jouant sur le milieu. Et il y a même des travaux annoncés où ils vont jouer carrément sur la composition de l'air, de l'azote, enfin des choses comme ça. Et toujours pareil, avec une idée de faire des cultures à plus basse température. Hein. Et en même temps, de réguler mieux ce qui était le problème des roses, je crois, pour avoir des dates de floraison d'une très grande précision par rapport à la fête des mers ou d'autres choses. Hein. Mais il joue beaucoup sur le cycle pression, dépression et puis atmosphère contrôlée en fin de compte. Alors, industriellement, je crois on n'était pas là dans l'économie, hein, mais c'est un autre élément puisqu'on est toujours multifactoriel dans l'approche de ce que vous avez fait. L'idée de ces programmes, au départ, c'était en fait de séparer la conduite des températures de la conduite de l'hygrométrie. Et parce qu'on pense que c'est de là que va pouvoir aller vers des économies d'énergie plus importantes, quoi. Et bon, c'est vrai qu'on s'est surtout intéressé à ces conduites de température et d'hygrométrie, et pas, bon, par exemple, à des modifications d'atmosphère qui supposent en fait des techniques autres, des investissements, etc., quoi. Et ce qu'on voulait aussi, c'était avoir proposé aussi des conduites qui sont relativement transposables chez les producteurs, qui possèdent en moyenne des entreprises de taille quand même moyenne, hein, et de ce fait qui ne peuvent pas bénéficier d'économies d'échelle pour des investissements importants, quoi. D'autres questions? Oui. Oui, je ne connais pas très bien le secteur. Je me demandais si en fait tous les résultats que vous obtenez
ça se traduit après quand les horticulteurs ont à choisir leur variété dans les catalogues en disant bah tiens pour telle plante finalement j'ai le choix entre telle variété qui est exigeante en température ou peut-être telle autre variété qui l'est moins. Est-ce qu'il y a des critères aujourd'hui qui commencent à apparaître dans les choix possibles? Et deuxième petite question, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en termes de sélection variétale sur ces critères justement de basse exigence en température? Est-ce qu'il y a des axes de recherche forts? Est-ce que vous testez justement de façon large plein de nouvelles variétés sur ces critères-là? Alors, en termes de création variétale, je ne peux pas dire, enfin je ne sais pas si c'est une des priorités majeures. Je sais que ça fait partie de leur travail, mais je ne sais pas si c'est une priorité majeure des obtenteurs. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, dans les catalogues que vont voir n'importe quel professionnel quand ils vont faire leur choix de plantes, on a de plus en plus l'indication de l'énergie nécessaire, enfin, ou de la tolérance de la plante au froid, de la variété. Donc il y a cet aspect qui est évidemment pris en compte, compte tenu des augmentations d'énergie ces dernières années. Ils savent très bien que les professionnels doivent absolument réduire leurs coûts. Bon, là, on parle du printemps, mais c'est sur d'autres saisons également. Donc ça fait partie de logos ou d'écriture ou d'images qu'il y a dans les catalogues qui rappellent ça. Pour le reste, pour l'obtention, de toute façon, les commerciaux qui viennent qui viennent présenter les variétés vont parler de ces plantes tolérantes au froid, et ça va maintenant, on en parle également sur les plantes qui sont plus chauffées, comme les poinsettias par exemple. Donc c'est pas forcément lié aux plantes que j'ai présentées qui peuvent se cultiver entre 0 et 5 degrés. Ça concerne également des plantes qui étaient plutôt cultivées à 18 degrés et qui aujourd'hui sont cultivées à 15. Donc aujourd'hui on est au courant de toutes ces réductions, de toutes ces tolérances au froid sur la plupart des variétés. Après, je ne connais pas les axes de recherche sur cet aspect. Bien. Une deuxième question, Monsieur Mauger. Tu as le micro, s'il te plaît? Comment se passait, disons, la dynamique de pénétration de ces techniques, de ces innovations, finalement, vers les entreprises? Est-ce que là, on vous regarde d'un œil, enfin, oui, avec un regard poli en disant oui, mais bon, c'est bien parce que c'est chez vous, station d'expérimentation. Enfin, c'était un discours qu'on entendait. Moi, je suis plutôt dans le secteur de l'arbo, hein, mais où j'avais entendu ça sur une culture qui m'est chère. Et par ailleurs, ou bien est-ce que par ailleurs, vous avez déjà affaire à des entreprises elles-mêmes innovantes, si vous voulez, sachant que ces évolutions se font dans un dialogue, vous voyez, itératif entre eux, vous, voilà, c'est-à-dire, en gros, est-ce que le sens de la chaîne et de la station d'expérimentation vers l'entreprise, ou bien est-ce qu'il y a des va-et-vient Ouais. Il y a deux aspects sur cet essai. Donc là, si on parle de déshumidification thermodynamique, c'est vrai que puisque les résultats depuis 3 ans montrent quand même que la consommation est importante et que l'investissement est important, il est difficile de justifier ce coût sur ce type de plantes de printemps. Donc là, les professionnels en sont conscients, et je ne pense pas qu'ils achèteraient ce genre d'appareil, enfin, dans l'état actuel des choses, avec le prix qu'il coûte pour ce genre de plantes. Sauf que dans certaines régions qui ne sont pas forcément le sud-ouest, des cyclamènes, donc on ne parle plus de plantes de printemps, mais cyclamènes ou poinsettias, des plantes qui sont plus sensibles à du botrytis et qui sont à plus forte valeur ajoutée, pourraient être menées avec la déshumidification, parce qu'on connaît l'importance quand même, les conséquences du botrytis sur ces plantes. La fleur coupée, donc la rose en fleur coupée, c'est quand même une culture qui se chauffe beaucoup. Pour moi, c'est la même chose. Il peut y avoir un transfert et un intérêt des producteurs dans ce cas. Maintenant, on ne connaît pas encore le travail qui va se faire sur la déshumidification thermodynamique. On peut réduire les coûts. J'en ai déjà discuté avec des fabricants ou des personnes qui font beaucoup de maintenance. Ils savent que ce genre de machine pourrait diminuer
Ça, c'est quasiment sûr, même du moitié prix. Donc les 12 000 pourraient être 6 000. La consommation, c'est plus difficile parce que le compresseur et le ventilateur, il y a quand même une consommation difficile à diminuer. Mais le coût de départ, déjà, peut diminuer. Donc ça, c'est quand même une chose importante. Pour l'autre transfert qui serait intéressant, c'est l'utilisation du P30. En fait, c'est quand même quelque chose de très basique. C'est ce qu'on préconise dans un jardin pour protéger un palmier ou n'importe. C'est vraiment un voile d'hiver. Nous, on s'est dit qu'on pouvait l'intégrer à un itinéraire de culture. Donc, pourquoi pas, bon, l'enrouleur c'est manuel, c'est vrai, mais pourquoi pas ensuite avoir un enrouleur complètement automatique. On sait que ça permet de protéger les plantes et surtout ça crée un contact sur les plantes qui amène un effet de thigmomorphogénèse. Donc c'est également une régulation de croissance en plus. Donc cet aspect intéresse énormément les producteurs. Il y en a déjà qui l'utilisent. Personne ne l'a automatisé complètement. Donc je sais que Pierre Haberschil, on en a déjà discuté, serait très intéressé. Donc ça fait c'est un transfert avec peu d'investissement qui parle beaucoup aux professionnels. Oui, donc au départ, ces questions-là nous ont été posées par les producteurs. Et donc, un certain nombre d'entre eux sont des observateurs attentifs de ce qui est fait dans les stations et ont commencé à reprendre une partie de ces travaux. Dans ce que disait Olivier, dans la mesure où certaines techniques nécessitent des investissements, là, il faut s'assurer de la rentabilité de ces investissements, quoi. Pour la déshumidification, comme Olivier l'a dit, il y a des régions où le climat rend cet investissement plus ou moins intéressant, quoi. Donc il y a encore des références à acquérir sur ces techniques-là. Donc il y avait une autre question là-bas. C'est pas une question, c'est une constatation. Il y a une limite commerciale à cet acte. Si vous cultivez à 5 ou 6 degrés et que vous avez un printemps, je dirais, parce que le rôle premier d'une serre est quand même de favoriser la culture. Donc plus vous laissez baisser votre température, plus vous arrivez aux conditions extérieures. Donc si vous arrivez au 15 avril avec une serre où il n'y a eu pratiquement pas de soleil et puis qu'il n'y a pas de fleurs, vous n'allez rien vendre. Donc il faut faire attention aussi, plus on baisse, plus on est sensible aux conditions extérieures de l'ensoleillement. C'est sur cette période, de janvier à avril, la quantité d'ensoleillement, elle n'est pas nulle, elle est en général, d'après les mesures, en fait, en mars, on double en ensoleillement par rapport à janvier. Sauf en 2013. Voilà, après il y a des années particulières, mais les valeurs obtenues en 2013 montraient que la baisse de il n'y avait pas de baisse de qualité dans la serre cultivée à froid. Pas de baisse de qualité, mais la croissance et le fleurissement n'étaient pas là. Ah si, il n'y avait pas de décalage de plus d'une semaine. Alors j'ai fait une serre à 5 degrés, je peux vous garantir que la deuxième série a été vendue avant la première. Pardon ? La deuxième série de plantes a été vendue avant la première, qui était dans une autre serre, en cultivant à 5 degrés. Oui, c'est certain. Il y a des risques à toute technique, quoi. Hein. À l'impossible, nul n'est tenu, comme dirait quelqu'un de célèbre. C'est clair que si on diminue les températures, on a une programmation des cultures qui est moins évidente. Ceci dit, si on est contraint de faire des économies d'énergie, il n'y a pas beaucoup de solutions techniques utilisables avec des équipements, des investissements qui sont limités, quoi. Donc après, comment gérer le risque au niveau d'une entreprise ? La question elle est ouverte. Il y a sans doute des itinéraires, partager les risques en ayant différentes séries, différents itinéraires, c'est une possibilité. Ça dépend aussi des contraintes de chaque entreprise, hein. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes contraintes. Mais je vois que je vais être obligé d'arrêter ma réponse. Donc Oscar,